Voilà, c'est de faire une petite minute de représentante de commerce pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Matériaux, effectivement. Donc, je travaille pour Matériaux, qui est une bibliothèque de matériaux innovants. L'idée d'une telle structure, c'est de mettre à disposition des créateurs, dans le sens assez large, ça va des architectes aux designers produits, à des gens dans la mode, dans l'événementiel, dans le packaging, des constructeurs automobiles, des gens dans le domaine du luxe, de leur mettre à disposition en fait toute une sélection de matières un petit peu atypiques, étonnantes. Et ce service passe en fait à la fois par une base de données accessible sur Internet, qui permet en fait de se tenir au courant de toutes les choses un petit peu nouvelles dans le domaine de la matière et des technologies, mais aussi par un showroom, entre autres à Paris, que vous pouvez visiter sous certaines conditions, et qui contient des milliers d'échantillons de matière que vous pouvez voir et toucher, et qui sont là a priori pour vous inspirer dans vos projets éventuellement. On est Matériaux, donc une structure privée, donc un service payant pour ses utilisateurs parce qu'on a choisi d'être indépendant des industriels que l'on référence. Donc c'est un service qui nécessite éventuellement une adhésion ou des consultations à l'heure. On est aussi à l'origine de différentes expositions, dont une qui est en lien direct avec le thème de ce soir et qui s'appelait Inspired by Nature. Et donc comme son nom l'indique, on y montrait tout un tas de matières inspirées par la nature à différents niveaux, et on va revenir sur certains des exemples justement qu'on pouvait voir dans cette exposition qui a un petit peu tourné. Elle a été d'abord présentée à Paris et puis on l'a retrouvée ensuite à Bucarest et puis l'été dernier à Helsinki, qui était capitale mondiale du design en 2012. Et puis on est effectivement, vous le disiez, auteur de différents ouvrages. Un ouvrage plutôt basique sur la matière, matériologie, qui existe aujourd'hui en 6 langues et qui est plutôt dédié aux étudiants, on va dire, ou aux gens qui s'y connaissent pas trop dans la matière, à la fois les grandes familles de matières, mais aussi les grands procédés de transformation, qu'est-ce que c'est que l'injection, le pliage ou le collage même. Et puis un autre ouvrage qui est un peu plus récent, qui existe lui simplement en anglais, donc ça permet de faire un petit peu d'exercice en même temps, et qui est complètement lié au thème que l'on va aborder ce soir, et qui est Industry of Nature, et qui regroupe entre autres, il y a des interviews et il y a un historique dans cet ouvrage, mais il y a entre autres 75 exemples piochés dans la nature, de stratégies, on va dire, comment fonctionne la nature, et qu'est-ce qu'on a pu éventuellement en faire, nous, en nous en inspirant. Et c'est vraiment le thème de cette petite intervention ce soir, c'est comment s'inspirer de la nature. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me parle d'écologie, c'est pas toujours quelque chose qui me réjouit, parce que c'est souvent en lien avec un effort que je vais devoir faire. Trier mes poubelles. J'en avais qu'une, c'était hyper simple. Il y en a plusieurs maintenant, puis je suis toujours face à un truc en me disant mais où est-ce que je vais le mettre ? C'est anecdotique, bien sûr, il y a bien d'autres enjeux autour de la question écologique aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on fait souvent rimer écologie avec effort ou avec décroissance, avec en tout cas quelque chose qui est un petit peu moins facile et pas complètement dans les habitudes excessives qu'on pouvait, certains d'entre nous en tout cas, avoir. Du coup, cette approche et ce regard sur la nature, en se disant, tiens, regardons un peu comment ça se passe dans la nature et essayons de voir si on ne peut pas en tirer quelque chose, je trouve qu'elle est assez intéressante et elle propose finalement une autre ou une approche de l'écologie. Et elle est étonnante parce qu'elle nous met dans une position un petit peu moins d'effort, mais beaucoup plus dans une position d'un découvreur ou d'un redécouvreur de la nature. Nature dont on s'est pas mal éloigné, nous, espèces humaines, en pensant être un petit peu supérieurs, en pensant être au-dessus de tout ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'au moment où, c'est vrai, les hommes arrivent à peu près à maîtriser pas mal de choses dans le domaine de la nature, à part quelques catastrophes naturelles, justement, et au moment où on y arrive presque, on est en train d'y retourner à cette nature, en redevenant un petit peu curieux, en redevenant élève et en s'intéressant de plus près à ce qui s'y passe. Quand on réfléchit, la nature, elle existe depuis longtemps. Et en fait, bêtement, on a toujours eu un espèce de laboratoire de recherche et développement avec tout un tas de solutions dont on ne tire que très peu profit, étonnamment. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de brevets qui sont déposés sur une question, par exemple, je veux coller quelque chose avec autre chose, vous avez tout un tas de solutions qui ont été développées et des brevets qui ont été déposés. Quand on regarde la question du collage, par exemple, on regarde ce qui se passe dans la nature et le nombre de solutions que la nature nous offre pour coller des choses, pour rassembler des choses, et puis on regarde les brevets que l'homme a déposés, on se rend compte qu'à 80-85%, c'est pas la même chose.
Donc ça veut dire que dans la nature, il y a encore tout un réservoir de solutions que nous n'avons absolument pas exploité. Et ce qui est bien, c'est que quand on commence à re-regarder la nature, eh ben on s'étonne, on est curieux, on est étonné, émerveillé même, et il n'y a plus besoin de faire des efforts. On a un peu plus envie. Donc c'est une manière de regarder la question de l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la nature, où on peut retourner prendre nos leçons, ben dans la nature, on suit vraiment tout un tas de règles qui nous mènent souvent à des projets durables. Quand on regarde bien, la nature, elle n'utilise qu'une seule source d'énergie, c'est l'énergie solaire. Elle recycle à peu près tout. Moi, j'ai rarement vu de décharge naturelle. Elle adapte la forme à la fonction. Elle parie sur la localité, sur la diversité. Parce que bon, la nature n'a pas FedEx pour envoyer des trucs hyper rapidement du jour au lendemain venant du Japon ou d'Amérique du Sud. Donc il faut bien qu'elle fasse avec ce qu'elle a là sous la main. Et puis elle a effectivement parié sur la diversité, qui est un truc que les hommes n'aiment pas tant que ça, la diversité. On aime beaucoup les solutions uniques, les trucs qui vont bien marcher, jusqu'à épuiser, du coup, par exemple, certaines ressources, parce qu'on s'est entêté dans une voie. Et puis la nature, elle ne fait pas comme ça. Elle plutôt assez attentive à développer tout un tas de solutions qui peuvent être des micro-solutions. Toutes ces règles-là, si on les applique assez bien, on peut avoir des projets durables. Ça ne veut pas dire que quand on s'inspire de la nature, on a forcément un projet durable. Il faut faire assez attention aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui vont être présentés comme biomimétiques, justement, mais où si on les analyse réellement en termes d'impact environnementaux, par exemple, on serait assez surpris. Donc il faut faire attention, c'est pas parce que c'est inspiré de la nature que c'est durable, mais en tout cas, si on suit bien les règles, ça pourrait l'être. L'homme est quand même la première et seule espèce dans le domaine naturel qui ait mis en danger sa subsistance et les générations à suivre. Toutes les autres espèces, elles font en sorte que ça fonctionne et que ça fonctionne pour la suite. Nous, on a un petit peu trop tiré sur la corde, et si on avait mieux suivi les règles de la nature, on n'en serait peut-être pas là. On a dans le domaine naturel une telle biodiversité, là vous avez un petit aperçu des espèces. L'homme est situé, c'est la petite cible noire et blanche que vous voyez en bas à droite, dans les mammifères. Donc il y a beaucoup d'autres choses quand même que nous. Et du coup, ça montre à quel point justement le réservoir de solutions est phénoménal. Ça montre à quel point aussi il est important de préserver cette biodiversité. C'est pas simplement pour sauver les petits bébés phoques ou voilà. C'est juste que toutes ces espèces, elles détiennent des recettes phénoménales. Et quand vous avez une espèce qui disparaît, vous avez le cahier de recettes qui disparaît avec. Et ça, c'est assez embêtant pour nous. Encore une fois, très égoïstement, préserver la biodiversité, c'est une garantie pour l'homme d'avoir peut-être un petit peu plus de solutions dans ses poches, alors que si une espèce disparaît, eh ben, tout ça n'est plus disponible. Je parlais de diversité. Un petit exemple sur la question de la diversité, vous prenez la question de survivre. Il y a quand même une question assez importante. Et ben, quand on regarde cette question-là, alors il y en a qui sortent avec des kalachnikovs, mais dans la nature, on a différentes stratégies. Vous allez avoir à droite le caméléon qui, lui, va disparaître en fait, visuellement en se confondant avec son environnement. Même volonté que le caméléon, les papillons. Certaines espèces que vous avez peut-être déjà vues, souvent épinglées sur des murs, ont sur leurs ailes un dessin qui évoque un œil assez énorme et du coup qui laisse penser à leurs prédateurs qu'ils sont beaucoup plus gros qu'ils ne sont en réalité et beaucoup moins fragiles qu'ils ne sont en réalité. Donc même volonté, survivre, deux stratégies complètement différentes. Et on se rend compte qu'en adaptant, voilà, localement et avec les moyens du bord, pour chaque espèce, on peut très bien avoir les mêmes objectifs, mais avoir des solutions complètement différentes. Alors là, ce qu'on s'apprête à faire ensemble, c'est un petit panorama, un petit tour d'inventions, de matières qui sont effectivement inspirées par la nature, où on se rend compte à quel point on peut venir puiser des choses étonnantes. Alors des choses évidemment évidentes, mythiques, l'aviation et ses progrès encore aujourd'hui est extrêmement lié à l'étude des oiseaux, entre autres, et de tout un tas d'animaux volants. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, justement, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré un, qu'il y a des serpents qui volent. Je suis déjà pas très fan des serpents en bas, mais de penser qu'il pourrait y en avoir qui me passent au-dessus de la tête, j'étais pas... voilà. Et ces serpents sont assez incroyables, ils sont capables de faire... Alors ils volent pas vraiment, ils font des sauts
de 2, 10 mètres, voire plus. Et au moment où ils sautent, en fait, ils passent d'un diamètre rond à une forme plutôt aplatie qui constitue en fait une petite aile qui leur permet effectivement un peu de planer. Voilà. Donc tout un programme, et ça intéresse beaucoup l'aviation, comme les oiseaux l'ont fait évidemment, et on voit bien sur les premiers engins volants à quel point on est proche de l'oiseau de base, avec des structures tubulaires. On s'est rendu compte par exemple que les oiseaux ont des os creux qui leur permettent d'être extrêmement légers, les ailes évidemment. Donc il est sans aucun doute évident que l'aviation doit ses progrès à cette étude de tous les animaux volants. Autre exemple mythique, celui du velcro. Georges de Mestral, un ingénieur suisse, alors il y a débat, certains aimeraient bien qu'il soit français, mais on va dire ingénieur suisse, qui promenait son chien tous les matins à travers la campagne et qui à chaque fois revenait avec le chien plein de petites boules de bardane, ce que vous avez déjà dû expérimenter, ça marche très très bien sur les pulls en laine aussi. Ces petites boules de bardane commençaient à un petit peu énerver Georges de Mestral, qui a sorti son microscope, a regardé ça de près en se demandant mais comment ça se fait que ces boules n'arrêtent pas de coller ou de rester sur les poils des chiens. En regardant au microscope, il s'est rendu compte qu'au bout des pics de ces boules de bardane, vous aviez un petit crochet, et qu'on jouait effectivement avec le crochet et puis des boucles autour du poil ou les boucles de vos pulls. Le velcro était né. Velcro, c'est velours crochet, sur une invention qui lui a coûté quelques années quand même avant d'être complètement prête, mais aujourd'hui, les systèmes velcro ou assimilés sont extrêmement présents et nous permettent vraiment d'avoir des accroches extrêmement efficaces à des échelles plus ou moins importantes. Vous avez aujourd'hui des micro-velcro ou des nano-velcro qui peuvent être utilisés dans le domaine médical, par exemple, pour faire des petites sutures grâce à des matériaux de type velcro. Et puis on a d'autres types d'échelles et d'autres types d'usages, jusqu'à des velcro métalliques un petit peu robustes comme ça. Donc on est là vraiment sur une invention biomimétique. Autre exemple mythique et biomimétique, l'effet lotus, dont vous avez peut-être entendu parler. La feuille de lotus qui est le symbole de la pureté en Asie, qu'on présente toujours nickel pile poil avec une petite goutte d'eau toute ronde au centre de la feuille, toujours propre, etc. Et qui a beaucoup fasciné. Pendant longtemps, on s'est dit, si ces feuilles de lotus sont toujours propres, c'est certainement qu'elles ont une surface extrêmement lisse et extrêmement fermée. Parce que de manière un peu intuitive, je ne sais pas vous, mais moi je me dis comme ça, quelque chose qui est toujours propre, j'ai la sensation qu'en fait ça ne sera absolument pas poreux et super lisse. Mais en fait, maintenant qu'on sait regarder les choses au microscope à une autre échelle, on se rend compte que c'est tout le contraire. Que la surface d'une feuille de lotus, ça ressemble à ce que vous voyez à droite, là, c'est un tapis de fakir pour gouttes d'eau. En gros, les gouttes d'eau, ça pique, donc elles n'osent pas s'étaler, elles restent toutes rondes, et elles roulent, du coup, puisqu'elles ne se sont pas étalées, et en roulant, elles emportent la saleté. Et du coup, on a un effet auto-nettoyant, qu'on appelle, l'effet lotus, c'est cet effet auto-nettoyant. Bon, il se trouve en plus que cette surface très hérissée, comme ça, de petits pics, est recouverte de cire, ce qui la rend extrêmement imperméable, mais on a vraiment cet effet d'auto-nettoyage grâce à ce système, à cette structure extrêmement perturbée. En regardant ça, certains scientifiques et ensuite certains industriels se sont saisis de cette question et proposent aujourd'hui, par exemple, des textiles dont on sait hérisser la surface grâce à un travail sur les fibres, et qui sont donc des textiles qui vont être auto-nettoyants. Dès que l'eau va ruisseler, dès qu'il va pleuvoir par exemple, vous aurez la possibilité d'avoir un effet imperméable, mais ça peut être l'occasion d'un traitement différent, mais en plus vous allez avoir l'effet auto-nettoyant où les gouttes d'eau vont ruisseler, ne vont pas accrocher, ne vont pas rester et emporteront la saleté. Même chose dans le domaine du bâtiment, où vous pouvez aujourd'hui peindre votre maison ou un autre bâtiment plus conséquent, avec des peintures qui vont recréer un effet de surface hérissée et qui vont donc donner un effet auto-nettoyant au bâtiment. Alors ça ne veut pas dire quand même qu'il n'y a pas des limites à la chose, c'est qu'une feuille de lotus, ça dure que quelques semaines, et puis au bout d'un moment, ça se flétrit et ça disparaît. L'effet hérissé comme ça en surface, qui est extrêmement à petite échelle, petit à petit va s'émousser. C'est comme les collines, et puis, les montagnes, et puis petit à petit on arrive aux collines, et puis on ne voit plus vraiment le relief.
petit à petit, la peinture va quand même être de moins en moins auto-nettoyante, donc ça ne vous affranchit pas de repeindre quand même votre maison de temps en temps, mais en tout cas, normalement, elle devrait être plus propre que celle du voisin, s'il n'utilise pas la même que vous. Autre domaine biomimétique, c'est tout le domaine photovoltaïque, avec de grands débats dont vous certainement que vous n'ignorez pas sur l'utilisation des cellules photovoltaïques à base de silicium, avec des questions extrêmement polluantes, des problèmes de recyclage, etc. Une piste qui est aujourd'hui pas mal investie, c'est l'idée d'utiliser en fait des pigments photosensibles et de se rapprocher de systèmes qui sont de l'ordre de la photosynthèse, comme les plantes peuvent aujourd'hui finalement générer, fabriquer de l'énergie simplement en utilisant l'énergie solaire. Donc là, vous avez aujourd'hui des propositions à base de pigments qui sont plutôt à base titane et qui ne sont pas aussi efficaces que les panneaux photovoltaïques classiques, mais qui, du coup, sont certainement moins polluants, plus faciles à fabriquer, on peut avoir des supports souples, etc. Bon, il y a d'autres polémiques qui pointent leur nez sur le titane et le dioxyde de titane en ce moment, donc restons prudents, mais c'est une piste assez intéressante, la photosynthèse qui fascine complètement les scientifiques, parce qu'on n'arrive pas vraiment encore à comprendre comment ça marche finalement. Et dans cette idée d'utiliser les plantes et leur capacité à générer de l'énergie, vous avez quelques projets et quelques suggestions autour des spirulines, qui sont des algues que vous connaissez peut-être parce qu'on peut les manger. On peut faire des cures de spiruline, ce qui vous rebooste en fait. C'est censé vous donner un petit coup de fouet. Et ces algues, qui sont des algues vertes en fait, qui sont donc des plantes vertes, sont capables, entre autres, de fabriquer, on va dire, de l'oxygène simplement en transformant l'énergie solaire. Et c'est ce qu'a utilisé Mathieu Lehanner, qui est un designer français, dans ce projet qui a comme destination en fait votre habitat, dans lequel le taux d'oxygène n'est pas toujours impeccable et pas toujours optimal pour votre confort. Cet objet que vous voyez là, c'est un réservoir de spiruline, donc c'est un réservoir à algues vertes qui sont vivantes dans le réservoir, et qui, l'objet contient un petit capteur d'oxygène. Donc régulièrement, il va tester la qualité de l'air ambiant chez vous et se dire « Ah tiens, là, ce serait pas mal si on remontait un peu le niveau d'oxygène. » Et du coup, l'appareil va décider de s'allumer, sachant qu'il manque de l'oxygène. Vous le voyez en dessous, vous avez un système d'éclairage. En s'allumant, il va provoquer auprès des spirulines le principe de photosynthèse qui vont s'activer pour fabriquer un peu d'oxygène pour que vous soyez plus confortable chez vous. C'est un projet intéressant parce qu'il pose la question de la limite aussi. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on dépasse les bornes et quand est-ce qu'on commence à utiliser la nature. Alors on l'utilise forcément tout le temps, tous les jours. Les ressources naturelles, c'est ce qui nous permet d'être là et d'avoir tout ça finalement. Et même les matières plastiques qu'on considère pas si naturelles, au départ elles sont parties d'un truc naturel, comme le pétrole. Donc on a transformé plus ou moins, mais on utilise de la ressource naturelle. La question c'est quand est-ce qu'on en utilise trop. Il semble qu'on est pas mal abusé, nous, et quand est-ce qu'on commence à utiliser la nature et puis à la tourner à notre sauce, à commencer à peut-être modifier des choses génétiquement, parce que ce serait facile de se dire, là, les spirulines, elles sont bien gentilles, mais ça serait pas mal si on changeait un petit gène, elles seraient vachement plus efficaces. Et là, on commence à être au-delà même de la domestication de la nature, et on commence à peut-être dépasser les bornes, mais ça n'appartient qu'à vous de décider si on dépasse ou pas. Donc c'est un projet qui est juste à la limite parce qu'on est en train de faire une petite usine à fabrication d'oxygène en utilisant finalement des organismes vivants. Un autre projet du même designer, qui pourtant n'est pas si écolo que ça, mais qui a bien utilisé les plantes, un projet Andrea qui est un filtre, là aussi, qui vise à assurer une meilleure qualité de l'air. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, tous les éléments qui nous environnent émettent des choses, ne sont pas tant que ça inertes, en particulier les matières plastiques qui sont très très présentes autour de nous et qui diffusent gentiment des petits trucs qui ne sont pas si souhaitables que ça. Il y a des études qui montrent par exemple qu'à l'intérieur d'une voiture, c'est bien pire que sous le pot d'échappement, tellement on a des émissions comme ça peu souhaitables. Et ça a commencé à être mis en avant et en évidence par la NASA, quand ils ont commencé à envoyer des gens dans l'espace. Ils se sont rendus compte que quand ils rentraient de mission,
ayant passé des semaines, enfin plusieurs jours ou des semaines, dans un habitacle complètement confiné et très très plastique, que les taux de substances toxiques dans le sang des astronautes étaient vraiment vraiment trop élevés. Et ils ont fait des recherches pour essayer de minimiser ça. Et on savait depuis toujours que les plantes avaient des vertus de filtration, une espèce de recette de grand-mère. Tu devrais mettre des plantes chez toi, l'air serait meilleur. Et en faisant des études, de manière intuitive, on se dit tous comme ça, si les plantes filtrent l'air, ça doit être par les feuilles, puisque en gros c'est ce qui est en contact avec l'air, n'est-ce pas? Et puis c'est ce qui offre une grande surface de contact. Certes, les plantes filtrent l'air par les feuilles, mais beaucoup moins qu'elles ne le filtrent par les racines, figurez-vous. Donc le pari, à l'époque pour la NASA et pour ce projet-là plus récent, c'est en fait de pousser l'air à travers la racine de certaines espèces de plantes qui ont une vraie capacité effectivement de filtration et qui sont capables de débarrasser l'air de substances extrêmement toxiques type formaldéhyde et tout un tas de composés organiques volatiles auxquels on fait la guerre aujourd'hui. Et donc évidemment, je ne sais pas vous, mais moi, comme l'air, je suis relativement paresseuse. Donc franchement, passer à travers la terre pour passer à travers les racines de la plante, je ne vais pas y aller toute seule. Du coup, c'est ce que fait cet appareil. En gros, c'est un aspirateur à air qui va obliger l'air à passer à travers la racine des plantes qui sont à l'intérieur de l'objet et qui va ressortir filtré. Alors pour l'anecdote du designer, c'est que ce projet, quand il a vu le jour, était fabriqué en coque aluminium et sphère verre, Pyrex. Ça sortait à peu près 10 000 € la pièce. Quand on est designer et qu'on cherche à toucher quelques personnes dans le monde, c'est sûr que 10 000 €, vous en touchez quelques-unes, mais pas beaucoup quand même. Et surtout que là, vous risquez de toucher ceux qui ont déjà un air pur chez eux. Donc bon. Donc ils se sont effectivement posé la question de la fabrication de l'objet pour le rendre accessible. Alors il est accessible aujourd'hui, il est à 149,90 € chez Nature et Découverte. J'ai pas d'action, hein. Mais il est, figurez-vous, évidemment en plastique. Donc c'est là où on touche à une petite contradiction, c'est tout l'art du marketing ensuite, où vous vendez un objet qui est censé vous dépolluer des émanations toxiques des matières plastiques, et il est en plastique. Donc vous devez expliquer que pendant les 20 premières minutes de fonctionnement de l'appareil, il va s'occuper de ses propres petites pollutions avant de s'occuper du reste. Voilà, on arrive effectivement à des contradictions, mais aujourd'hui, pour fabriquer ça à 149,90 €, il n'y a que le polycarbonate qui a fonctionné. Un dernier projet de Mathieu Lehanner, je suis amoureuse de Mathieu Lehanner, donc vous l'aurez compris. Local River, là aussi un petit projet anecdotique qui est basé sur le principe des locavores, qui sont entre autres toute une communauté installée aux États-Unis et qui ont pour règle de ne consommer que des choses qui sont autour d'eux, dans un rayon de 50 à 100 km maximum. Partant de ce principe, Mathieu Lehanner a mis au point un système qui est basé sur l'aquaponie. Vous avez un aquarium et puis des plantes juste au-dessus. Et vous avez un système qui fonctionne en complète autonomie. Les poissons qui vivent dans l'aquarium vont salir l'eau, évidemment, mais cette eau remonte dans les plantes, les nourrit, elle filtre l'eau et redonne de l'eau claire aux poissons. Donc on tourne comme ça en circuit fermé, vous n'avez pas grand-chose à faire, sauf le dimanche à faire une petite descente dans votre salon, à tuer le poisson et à l'assaisonner avec du persil ou du basilic que vous faites pousser juste au-dessus. Donc vous avez en fait votre propre ferme aquacole et fines herbes si vous le souhaitez. Donc voilà, on est sur un projet Local River de locavore. On revient au lotus de tout à l'heure, mais là c'est une autre espèce de lotus, ce sont des lotus géants. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça dans votre vie, moi pas encore, mais qui peuvent atteindre 3-4 mètres de diamètre et supporter le poids de 5, 6, 7 personnes, grâce à des nervures, des structures assez incroyables que vous apercevez là au dos de la feuille. Et la légende, plus que la légende, dit que Paxton, qui est à l'origine du fameux Crystal Palace, qui fait partie de tous les bouquins de design et d'architecture, se serait inspiré en fait de ces lotus géants qu'il venait de recevoir, parce que Paxton était aussi un jardinier, et que ça l'avait fasciné, cette structuration, d'où voilà, une architecture assez étonnante et très inspirée. Les lotus géants continuent d'inspirer, entre autres, cet architecte français, Vincent Caillebotte, qui a proposé des cités flottantes que vous apercevez là dans la baie de Monaco.
qui est un projet qui a failli voir le jour. Et en fait, il a été stoppé au moment où la fameuse crise récente a commencé. Parce qu'à Monaco, il y a un vrai problème. Vous savez que le niveau de la mer monte, et qui sont donc directement concernés, et qu'il y a beaucoup de coffres-forts à déplacer, donc il faut trouver des solutions assez rapidement. Et donc il y avait une option là, c'est du coup plutôt que de remonter dans les terres, de partir sur la mer. Et donc ces cités flottantes sont extrêmement inspirées de ces giant lily pads qui flottent. On pourrait avoir une cité résidentielle, une cité agricole, etc. Et il est fort possible, probable, qu'on en vienne à des solutions de ce type-là. Alors ça n'a rien à voir avec le biomimétisme direct, mais j'aime bien ce projet, donc je vous le mets. Voilà. C'est un projet américain un peu fou, d'un mur qui bouge. Alors c'est une usine à gaz technique, avec des pistons, etc. Mais le résultat est assez étonnant. Alors bon, c'est juste, ça fait une vague, donc ça va être ça le lien avec le biomimétisme. Mais voilà, ça c'est un projet assez étonnant. Vous avez beaucoup de vidéos disponibles sur leur site internet. Il y en a un où il y a une dame qui part en courant, parce qu'évidemment elle ne s'attendait pas franchement que le mur la pousse. Voilà, vous pouvez projeter des images, etc. Donc là, on recrée les mouvements de la mer. Rien à voir, les araignées. Ça aussi, c'est un mythe. L'idée de la soie d'araignée qui est, quand on la regarde à son échelle, beaucoup plus performante que toutes les matières qu'aujourd'hui on a, nous, à notre disposition et qu'on sait fabriquer. Les aciers les plus performants n'atteignent pas les capacités de la soie d'araignée. Donc il y a une course un peu effrénée comme ça à celui qui arrivera à produire de la soie d'araignée en quantité. Parce que le problème, c'est que le premier truc qu'on s'est dit, c'est que on va les élever, ces araignées, comme les vers à soie, et puis voilà. Ça marche pas très bien, elles se bouffent entre elles, on n'y arrive pas. Après, il y a eu une autre option, c'est on s'est dit, bon, alors on va jouer un peu de la génétique, on va voir qu'est-ce qui fait que la soie d'araignée, c'est de la soie d'araignée. Donc ils ont isolé des gènes qu'ils ont réussi à implanter dans des vers à soie, en se disant, eux, ils sont peinards, ils se bouffent pas, donc on va faire que le ver à soie produise de la soie d'araignée. Ça marche pas super bien non plus. Une autre option canadienne, ça a été d'isoler effectivement le gène, de l'implanter dans des chèvres qui du coup produisaient du lait, duquel on extrayait la protéine qui marche, qui code dans la soie d'araignée. Et puis dernièrement, nous, on a vu arriver une entreprise, on ne sait pas trop comment elle fabrique, mais ils proposent des bobines de soie d'araignée. Donc voilà, donc si vous voulez vous faire un petit gilet pare-balles, parce que ça a des capacités vraiment incroyables et extrêmement prometteuses, et vous pouvez peut-être vous le fabriquer, vous le tisser comme ça, gentiment au coin du feu, en soie d'araignée. C'est presque possible aujourd'hui. On reste dans les fils. Une petite anecdote aussi américaine, un coiffeur américain qui, un samedi soir, regardait un reportage sur l'Exxon Valdez, vous savez, grande catastrophe marée noire, et qui s'émouvait bien sûr du sort des animaux, et entre autres des loutres, où il a constaté, en regardant le reportage, que les loutres, parmi tous les animaux affectés par la marée noire, étaient parmi les plus difficiles à nettoyer, parce que le pétrole vraiment adhère très très bien à leurs poils. Et lui, poils, cheveux, ça le connaissait en tant que coiffeur. Donc le lundi matin, il s'est dit, tiens, moi, je vais faire des essais. Donc il est revenu avec des sacs remplis de cheveux. Il en a mis dans les collants de sa femme. Il a pris la piscine de son fils et il a mis des huiles de vidange. Et puis il a regardé ce qui se passait. Il s'est rendu compte qu'effectivement, les cheveux ont des grandes capacités de rétention, on va dire, pas d'absorption, mais de rétention des hydrocarbures. La structure des cheveux, qui est comme ça un petit peu perturbée, un petit peu en écaille, fait que les hydrocarbures aiment bien s'y situer et y rester. Et du coup, il a fermé le salon et il a monté une boîte qui s'appelait, parce qu'elle n'a pas survécu quand même, mais qui s'appelait World Response Group, un américain. Donc il a amené la solution en cas de marée noire, et c'est vraiment une solution qui a été utilisée. Il vous vendait du matelas de cheveux humains en cas de fuite d'huile dans votre garage ou de grande marée noire. Et si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé au moment du problème de BP en Floride, ils ont fait un appel aux cheveux et fait des gros boudins de cheveux qui permettaient d'un petit peu diriger la nappe et de limiter, si c'est possible, un peu les dégâts. Voilà. Les poils, les cheveux, l'ours polaire qui vit dans le froid, est assez étonnant, a beaucoup fasciné. Il y a eu plein de théories. Alors la dernière en date, on va faire confiance aux scientifiques, c'est que l'ours polaire que vous voyez blanc, en fait, il a une peau très très noire en dessous de ses poils. Sa peau très noire attire la chaleur. Je peux en témoigner, parce que moi qui suis toujours habillée en noir, l'été c'est dur, mais il faut résister. Et ses poils sont creux et transparents, étonnamment.
Et une combinaison qui fait qu'il y a une très faible émissivité. Les ours polaires sont pas repérables aux lunettes infrarouges. De manière assez incroyable, il n'y a pas de chaleur qui sorte d'eux. Ils arrivent à tout garder. Et vraiment à réguler les questions de température. Et alors, vous passez de l'ours à l'Art Center à Singapour, on n'a pas l'impression que ça se ressemble complètement, mais en fait, ce bâtiment est vraiment inspiré de la capacité de régulation thermique des ours, et vous avez une structure en écaille qui varie en fonction des conditions climatiques et qui permet vraiment de réguler la température à l'intérieur de ce bâtiment. On passe à autre chose, les requins. Les requins, quand on les regarde comme ça, là, de loin, on a un peu l'impression que leur peau est assez lisse. C'est un peu comme les dauphins, on se dit « waouh, on va caresser ça, ça va être peau de bébé ». Et ben en fait, quand on regarde au microscope, surprise, surprise, pas du tout ça. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est de la peau de requin, regardez au microscope. En fait, un requin, quel que soit l'angle sous lequel vous le regardez et l'échelle à laquelle vous le regardez, ce sont des ailerons, partout. Et donc sa peau, c'est plein de petits ailerons juxtaposés. Et qu'est-ce que ça fait ça ? Ça fait plusieurs trucs. Le premier truc, c'est que ça crée des micro-tourbillons d'air à la surface de la peau du requin, et c'est ce qui l'aide à aller vachement plus vite dans l'eau, parce qu'il y a cette espèce de petit tapis d'air comme ça qui l'accompagne et qui vraiment assure un meilleur hydrodynamisme. Et ça, c'est quelque chose dont une entreprise spécialisée dans les textiles pour le domaine nautique s'est saisie, l'entreprise qui s'appelle Speedo, qui est une entreprise anglaise, et ils ont mis au point un textile qui s'appelle le Fast Skin, et qui reprend en surface la structure d'une peau de requin. Il y a des nageurs olympiques qui ont gagné des médailles avec des combinaisons ou des maillots constitués dans ce textile. C'est pas, si vous suivez les Jeux Olympiques, ce qui a posé polémique aux derniers Jeux Olympiques, il y a eu des maillots qui ont été interdits ou en tout cas pas complètement autorisés et qui eux étaient avec un autre système et qui étaient en fait dans une très très fine couche de polyuréthane si je me trompe pas, mais qui eux aussi jouaient avec la question de l'air mais créaient une très fine pellicule d'air sur toute la surface du corps du nageur et qui l'aide à flotter un petit peu. Là, on est sur une autre technologie qui a été acceptée complètement par le comité olympique et qui a donc gagné des médailles. On peut évidemment toujours se demander si on ne joue pas sur l'effet placebo, parce que quand on vous donne la combinaison de Superman, vous vous sentez tout de suite plus investi, donc c'est peut-être ça qui a aidé, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont gagné. Et le requin, cette structure très particulière de peau, on s'est aussi rendu compte que c'était très antibactérien. En fait, les bactéries n'aiment pas s'installer là. C'est pas confortable, ça glisse, elles ne restent pas, elles ne prolifèrent pas, et du coup, les requins sont très peu sujets à des attaques bactériennes. Et il y a une entreprise qui s'est saisie de cette question-là en se disant, tiens, moi qui suis spécialisée dans les questions antibactériennes, je fais des films avec différents traitements, plutôt que de rajouter de la matière ou des trucs qui vont essayer de tuer les bactéries chimiquement, en ayant une structure de surface qui ressemble à la peau de requin, donc simplement en structurant la matière différemment, une matière plastique, un film classique, je vais peut-être avoir cet effet antibactérien. Et effectivement, vous avez donc ces films qui sont inspirés de la peau des requins avec un relief particulier que vous pouvez installer sur des portes, dans des lieux publics par exemple, et qui vont éviter la prolifération des bactéries. On n'a pas besoin d'amener de la chimie, on n'a pas besoin d'amener des trucs un peu problématiques, on est juste sur de la structure de matière, monomatière en plus, donc éventuellement potentiellement recyclable. Même idée de structure, c'est ce qu'on retrouve sur la feuille de lotus, sur le requin, mais ici sur les yeux des papillons de nuit, qui, comme leur nom l'indique, vivent la nuit, et leur objectif c'est de survivre à eux aussi. Et ils ont des gros yeux, pour bien voir, et la moindre source de lumière peut être impardonnable, parce que si jamais il y a un reflet sur leurs yeux avec le petit bout de lumière qui sortirait de la nuit, évidemment leurs prédateurs vont les voir. Donc là, l'enjeu, c'est d'avoir des yeux super anti-reflets. Et c'est possible, entre autres, par une structure, là aussi extrêmement hérissée, de petites boules, de petits pics, qui a été repris par des fabricants de films anti-reflets pour les ordinateurs, par exemple. Ces fameux films qui empêchent votre voisin de regarder votre code secret quand vous regardez votre compte en banque, peuvent être inspirés par les papillons de nuit. L'idée cellulaire aussi, qu'on retrouve dans des architectures gonflables, avec entre autres une idée intéressante, c'est qu'on marche par cellules qui sont juxtaposées, on construit cette architecture, elle est gonflable, on se dit, s'il y a une cellule qui est pétée, l'architecture continue à rester debout. Ce qui n'est pas toujours le cas si vous avez déjà fait du camping et que tout d'un coup, il y a, paf,
dans votre matelas un caillou et voilà, si vous marchez par compartiment, par cellule, vous avez peut-être une chance de passer une nuit à peu près décente, sinon ça ne va pas fonctionner. Et ça, c'est inspiré de cette idée aussi d'un partage cellulaire. Ou les fractales. Alors là, à droite, vous êtes beaucoup plus dans le domaine artistique que dans un domaine technique. Ce sont des images de Tom Bédard qui s'amuse à générer des fractales et il a des images assez étonnantes. Mais à gauche, vous avez le fameux chou romanesco qui est assez fascinant et qui fonctionne en fractal. Hein, cette idée d'un motif répété, quelle que soit l'échelle à laquelle vous regardez, vous retrouvez toujours le même motif. Les arbres. Les arbres, c'est quand même un truc assez fascinant. Ils en ont vu de belles, ils ont... pour certains des centaines, voire des milliers d'années, et on ne les regarde pas toujours assez, et en fait, ils ont une structure incroyable, certaines sont des composites parfaits, et un arbre, ça marche plutôt comme des tuyaux, comme des pailles, hein, dans le sens de la pousse, évidemment, et finalement, on arrive avec peu de matière à être extrêmement résistant, à tenir à des hauteurs incroyables. Et les principes d'extrusion, hein, tout bêtement, bah, c'est aussi cette chose-là, l'idée d'étirer, d'enlever le plus possible de matière pour pourtant rester extrêmement résistant en compression et être capable de tenir sur des mâts, sur des profils un peu particuliers. À droite, vous avez des vues microscopiques de résineux ou de feuillus, où on sent bien cette idée de la capillarité, hein, on fait monter, voilà. Donc les pailles sont constituées de cellulose, et puis vous avez la lignine, qui est la colle qui vient tenir un petit peu le tout. Nid d'abeilles. Ces abeilles incroyables qui savent réaliser des formes géométriques parfaites. Les mathématiciens s'arrachent les cheveux, mais voilà, il n'y a pas, c'est nickel. Et ces nids d'abeilles, on les retrouve aujourd'hui dans le domaine de la matière, présents partout, parce qu'eux aussi, ça va être extrêmement léger et très résistant en compression. Donc le domaine de l'aéronautique, l'aérospatiale, dans les avions, le nid d'abeilles est très très présent, bien sûr, mais on le voit arriver dans d'autres types de domaines. Ici, vous avez un petit projet plutôt artistique, le studio Libertini, qui fait fabriquer les vases par les abeilles, ils ne s'embêtent pas. Ils mettent juste une petite structure métallique à l'intérieur d'une ruche et puis elles vont construire le vase autour en nid d'abeilles. Donc chaque pièce est unique, bien sûr. Et puis ici, vous avez à droite, par exemple, une cloison en nid d'abeilles d'une entreprise qui s'appelle Procédé Chenel et qui développe aussi du mobilier où on est très léger, très résistant. Les abeilles, elles ont aussi tout un tas de trucs assez étonnants, comme la capacité à voler et à ne pas se rentrer dedans. Ça a l'air bête comme ça, mais quand vous êtes plusieurs à voler super vite, à leur échelle bien sûr, faut faire attention aux virages quand même. Et elles ont entre autres des yeux extrêmement performants avec une vision quasiment à 360 degrés qui leur permettent d'anticiper la présence d'autres camarades et d'éviter les collisions. C'est ce que Nissan a utilisé entre autres dans des petits concept cars qui sont assez doués pour éviter justement les collisions. Donc peut-être que demain on sera nous dans des petits véhicules comme ça et on fera le contraire des autotamponneuses. La nature a beaucoup inspiré le domaine de la robotique, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est fasciné par le fonctionnement, entre autres, des animaux et on essaye de le reproduire. Ça permet aussi beaucoup d'avancées scientifiques, hein, simplement de chercher à faire un robot nous permet d'étudier les mécanismes et de découvrir d'autres choses. Il y a une entreprise allemande qui est très douée dans le domaine qui s'appelle Festo. Ici, ils ont fait un robot méduse. Il y en a un aérien et un marin, pardon, voilà, que vous apercevez là. Ils sont assez doués parce que le mouvement des méduses, c'est un truc, voilà, pour le reproduire, faut travailler un peu. Alors après, bon, c'est quand même vachement joli de les voir, les vrais. Donc je ne sais pas s'il faut vraiment faire ces robots, mais ils sont assez étonnants. Et Festo vient aussi de sortir un bras articulé qui peut vraiment venir aider des gens qui n'auraient plus de bras, qui est complètement inspiré de la trompe des éléphants, alors, extrêmement performante, avec un nombre de muscles incroyable et une dextérité fascinante. Le martin-pêcheur, qui est un oiseau qui a un bec un peu allongé, qui est capable de plonger dans l'eau tout droit, sans éclaboussure.
assez doué le garçon, et du coup il a aussi fasciné les scientifiques et il a permis de faire de vrais progrès dans le domaine ferroviaire. Entre autres, là vous avez une image du Shinkansen, qui est un train à grande vitesse japonais, qui quand il a été mis au point a un peu déçu sur certains points, entre autres sur les oreilles des voyageurs, dans les entrées et sorties des tunnels, et sur la décélération que provoquait l'entrée justement dans des tunnels. Donc ils avaient des problèmes de pénétration d'un milieu à l'autre, hein, c'est des changements de milieu entre dehors et dedans le tunnel, et ils se sont penchés sur la nature et ont découvert le martin pêcheur et se sont dit, lui il n'arrête pas de changer de milieu, il passe de l'eau à l'air et de l'air à l'eau en plongeant et en ressortant super bien, sans éclaboussure, il y a peut-être un truc à faire. Et les ingénieurs se sont donc inspirés de la forme du bec du martin pêcheur pour changer le nez du train, qui est aujourd'hui beaucoup plus performant. Shinkansen, qui est un train extrêmement biomimétique parce qu'ils ont aussi changé la forme des caténaires. Ils avaient des problèmes de bruit au passage du train, c'était assourdissant, et ils ont tiré leur inspiration des chouettes et des hiboux, oiseaux de nuit, qui eux aussi doivent pas se faire repérer pour pas se faire bouffer. Et les scientifiques ont mis en évidence le fait que leur capacité à voler très silencieusement était due au fait qu'au bout le bout du bout des plumes des ailes des hiboux, on a un petit crochet. Les plumes font un petit crochet, et ça a un effet avec l'air qui fait que le vol est extrêmement silencieux. Et du coup, les caténaires du Shinkansen ont été changés, et on a rajouté des petits effets de crochet qui ont permis vraiment de diminuer le bruit du train à son passage. Les papillons morphos, là, le papillon bleu que vous voyez, qui est fascinant, d'un bleu intense, incroyable, lui aussi en général on le voit épinglé sur un mur, parce que c'est pas trop les papillons de nos contrées, mais ce bleu intense et cet effet iridescent fascinent évidemment, et les scientifiques se sont penchés sur la question. Encore une fois, maintenant qu'on est capable de regarder les choses à petite échelle, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Là, on a la sensation que bien sûr, il va y avoir cette couleur étonnante, mais en fait non, il n'y a pas de couleur. Alors déjà, la couleur n'existe pas, je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai beau le savoir, ça me fait quand même toujours le truc, parce que bon, je suis toujours habillée en noir, mais quand vous avez un pull rouge par exemple, ou votre chemise rouge, monsieur, si on éteint la lumière, a priori pour moi elle reste rouge, puisque quand on rallume elle va être rouge. Non, en fait quand on éteint la lumière, elle est rien, elle n'a pas de couleur. La couleur n'existe que par l'effet de la lumière, et puis de nos yeux qui regardent tout ça. Ce qui fait aussi d'ailleurs qu'en fonction des yeux, on n'a pas les mêmes perceptions. Mais là, le bleu n'existe pas non plus, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pigment, alors que là, dans nos vêtements, il y a du pigment. Là, il n'y a pas de pigment, il y a juste une structuration, à nouveau, de la matière en écailles. En fait, les papillons et les poissons ne sont pas très très loin, parce que quand on regarde de près l'aile d'un papillon, on se rend compte que ce sont des couches successives d'écailles transparentes, et que cet agencement particulier d'écailles crée, avec la lumière, un jeu particulier, et qui fait qu'on se retrouve avec de la couleur et de l'iridescence. Et donc, partant de ce principe-là, il y a une entreprise coréenne qui a mis au point un textile qui essaye de reproduire cet effet incroyable des papillons. Ils ont utilisé deux fibres, une fibre polyester et une fibre polyamide. Ils ont un tissage extrêmement savant avec 64 couches de fibres qui au départ sont transparentes et qui, effectivement, une fois tissées, donnent un effet iridescent. Alors on n'est pas aussi bon que la nature, et on n'arrive pas complètement à obtenir l'effet du morpho là, bleu que vous voyez, mais on arrive à avoir un tissu iridescent qui pour une fois ne fait pas appel à du métal. Parce qu'en général, quand on veut avoir cet effet-là, qu'on a déjà vu, hein, c'est pas un truc exceptionnel, mais on l'a déjà vu, mais en général quand on veut le faire, il faut faire une petite couche de métal sur un textile. Et puis voilà, couche de métal implique plusieurs matières qui vont un peu se mélanger, ça va être difficilement recyclable, c'est des procédés, deux procédés différents, etc. C'est plus intéressant, plus satisfaisant de se dire, on va pouvoir utiliser des fibres qui sont d'ailleurs potentiellement recyclables, on les tisse d'une manière particulière, simplement en structurant la matière, on obtient l'effet désiré. Ça marche, c'est, je vous dis, pas aussi puissant que le papillon. Le seul truc, c'est que, oui, voilà, vous avez une aile vue au microscope. Le seul truc, c'est que c'est trop cher. Donc ça a disparu, ça n'existe plus, ça n'est plus fabriqué. En tout cas, ils savent le faire, mais ils ne le proposent plus à leur catalogue parce que, évidemment, c'est pas un effet bouleversant. Hein, c'est un truc, on l'a déjà vu, le coût de l'iridescent, vous êtes gentil, mais là, c'est 3 fois plus cher que d'habitude, donc je vais rester à mon truc avec du métal. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Le papillon, là, je vous disais, papillon bleu, si vous le plongez dans un autre milieu, la couleur change. Par exemple, si vous le plongez dans de l'acétone, il devient vert. Alors là, on conseille de le tuer avant, mais ça, c'est vous qui voyez. Mais ça montre que c'est l'incidence vraiment de la lumière sur cette surface un peu particulière qui va provoquer la couleur.
toujours dans le textile, ici vous avez un textile climatique qui est inspiré des pommes de pin. Un textile qui est capable de s'ouvrir et se fermer en fonction de la température et de l'humidité qui l'entoure. Donc ça veut dire que vous portez un petit blouson avec ce textile qui s'appelle le Sea Change, et ben, si vous commencez à un peu transpirer, à avoir un peu chaud, le textile va s'ouvrir comme les pommes de pin qui s'ouvrent quand il fait un peu chaud et humide, va s'ouvrir, va un peu évacuer tout ça, et vous régulez la température intérieure du vêtement. Et puis s'il commence à faire un peu plus froid et que vous êtes un petit peu moins humide, le textile va se refermer pour vous protéger, donc pour vous assurer une température constante à l'intérieur du vêtement, tout ça inspiré de la pomme de pin. Ici, on a des matières bois contreplaquées ou médium, dans lesquelles aujourd'hui, en général, vous retrouvez de la colle, bien sûr, et souvent, on va retrouver de la colle avec des formaldéhydes, avec des choses pas très très souhaitables. Et bien là, vous avez un produit bois qui va puiser son inspiration dans la nature chez la moule, qui, comme vous le savez, est assez doué pour rester accroché au rocher, même en cas de grande tempête. Donc ça a aussi fasciné les scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont identifié une protéine qui est responsable des capacités conséquentes d'adhérence ou d'adhésion, je ne sais jamais trop, de la moule. Cette protéine, aujourd'hui, on sait la synthétiser à partir du soja. Et on sait du coup l'utiliser dans une colle qui fait que ce produit bois, il a une colle qui est sans formaldéhyde, qui est inspirée de la moule et fabriquée à partir du soja. Les geckos, on parle d'adhésion, d'adhérence, alors c'est pas tout à fait ce qu'on a ici dans le sud, même si ceux qu'on a ici sont quand même assez doués pour marcher la tête à l'envers, mais là vous avez des espèces un peu plus exotiques qui sont capables de supporter 150 kg sur une patte, et qui marchent un peu partout comme ça, là. Alors il y a eu plusieurs théories autour du gecko, la dernière en date, on va dire que c'est la bonne, hein, mais tout ça peut évoluer, on s'est rendu compte qu'en fait, du coup, au bout des pattes des geckos, il y a des petits poils, mais beaucoup de petits poils. Et que ces petits poils, du coup, avec les surfaces avec lesquelles le gecko est en contact, créent en fait des forces un peu de l'ordre électrostatique, c'est des forces de Van der Waals, mais un peu, c'est du post-it, donc on peut y aller, retourner, enlever, etc. Donc à partir de ça, non seulement le gecko a fasciné à ce niveau-là, il y a pas mal de robots qui ont été mis au point qui essayent de marcher comme le gecko à l'envers. Ils n'y arrivent pas toujours, hein, mais voilà. Et puis, il a été mis au point aussi une matière silicone qui est vraiment inspirée de la surface très précise avec tous ces petits poils au bout des pattes des geckos. Donc, il y a une entreprise belge qui est capable de mouler du silicone et de reproduire sur 1 cm², de faire 29 000 petits machins, là, champignons que vous voyez là, qui fait que cette matière silicone adhère sur des trucs. Un espèce, là aussi, de post-it silicone. Alors quand vous le voyez, ça ressemble vraiment à rien, c'est une espèce de petit bout de... Vous sentez à peine un petit truc sur la surface, hein, c'est tellement petit, 29 000 au cm², vous voyez un peu, donc vous ne le voyez pas du tout à l'œil nu, justement, donc vous ne voyez pas. Et c'est vrai que ça adhère, par exemple, sur du verre. Donc là, on est bouleversé, parce qu'un truc qui adhère sur du verre, on n'en avait pas jusqu'à présent. Mais bon, les progrès sont... Hein, ils ne savent pas quoi en faire en plus de ce truc. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à leur suggérer des choses, parce qu'ils sont venus nous voir, ils étaient tout contents, ils avaient trouvé une grande idée, c'était pour pouvoir accrocher les écrans GPS sur les pare-brises. On se dit oui, il y a peut-être des trucs plus... Voilà. Mais donc c'est à nous de trouver, parce que sinon ça risque de retomber aux oubliettes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises au point comme ça dans le domaine matière et technologie, puis ça ne trouve pas son marché, puis on le remet dans les placards. Voilà. Mais on est quand même capable d'adhérer sur des trucs. Par rapport au gecko, c'est de la gnognotte, mais bon, on progresse doucement. Et alors demain, vous aurez le Jekyll. C'est gecko plus muscle. Donc là, ça va être le super adhésif de la mort qui tue, quoi. Complètement ailleurs, un autre domaine, plus léger, on va dire, sur le biomimétisme, mais qui a des conséquences hyper intéressantes, c'est qu'une entreprise qui fabrique des dalles de moquette, Interface Flore, pour ne pas les nommer, qui sont extrêmement engagés dans les questions d'éco-conception, qui ont fait leurs preuves sur beaucoup de choses, et qui, là aussi, ont fait un projet un peu biomimétique, parce que, vous savez, quand vous vendez des dalles de moquette, jusqu'alors, ils avaient des motifs plutôt placés. C'est-à-dire qu'une dalle ne va qu'à un endroit précis. Donc ça provoque beaucoup de chutes, en fait. Parce que quand on n'a qu'une dalle là, et puis là, on ne peut pas mettre celle-là, etc., ça veut dire que voilà, et dans la découpe, etc. Donc
tout ça, ça fait beaucoup de matière qui part à la benne à chaque fois, et c'est peut-être un peu dommage. Et un jour, ils ont regardé un tapis de feuilles mortes, et ils ont réalisé que l'aléatoire, des fois, ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Nous, quand on essaye de faire de l'aléatoire, on n'y arrive pas toujours si bien que ça. Mais la nature, quand les feuilles mortes comme ça tombent, avec des couleurs différentes, ça marche toujours bien, c'est toujours beau. Et partant de ce principe-là, ils se sont dit, nous, on va arrêter le coup là, du motif placé où on a plein de chutes. On va faire en sorte que les motifs sur les dalles, ils sont là, mais ils fonctionnent quelle que soit la manière dont on les dispose. Donc je la pose là ou là, ça va marcher. Et effectivement, ça marche. Alors ça dépend des entreprises, faut être prêt à avoir ce type d'effet, bien sûr, mais ça fonctionne et ça permet de faire des économies de matière, mais vraiment conséquentes. Donc voilà... petite idée, petite inspiration, mais qui a de grandes conséquences en termes de matière. Auto-cicatrisant. Ça aussi, c'est une capacité naturelle qu'on expérimente avec chance, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a mis au point des caoutchoucs qui sont auto-cicatrisants, c'est-à-dire que vous avez de la matière caoutchouc que vous pouvez couper ou qui va se casser éventuellement si vous avez trop tiré dessus. Vous raboutez les deux morceaux assez rapidement pour qu'il n'y ait pas trop de poussière qui se mette dans les deux ouvertures. Vous attendez un petit peu et vous allez pouvoir à nouveau tirer dessus. Et c'est pas là que ça va casser, c'est pas à l'endroit où ça avait cassé, ça sera peut-être ailleurs, mais vous avez vraiment cette capacité de la matière à se reformer, à se recréer en un seul tout, en une seule masse. Voilà, donc ça c'est possible aujourd'hui. Les applications ne sont pas encore très très claires pour moi, mais ils savent le faire. Et cette idée d'auto-cicatrisation, elle est poursuivie dans tout un tas de domaines. On parle aussi beaucoup de polymères auto-cicatrisants, avec tout un tas de techniques pour faire ça. Dernièrement, il y a des bétons là, qui sont en développement, qui ont cette capacité d'auto-cicatrisation. Des bétons dans lesquels on inclut des microfibres, qui fait que les fissures déjà qu'on retrouve dans ces bétons-là sont beaucoup plus fines que des fissures dans des bétons classiques. Et que quand une fissure se met en place, l'humidité de l'air ambiant va faire que en fait, le béton sec se nourrit un peu de cette humidité et grossit et comble les micro-fissures. Et puis aussi une capacité dans la composition utilisée dans le béton, avec le dioxyde de carbone environnant, de synthétiser en fait du carbonate de calcium, qui est la matière des coquilles, des coquillages ou des escargots, une matière extrêmement dure et résistante. Donc voilà, donc il y a ce béton qui est en développement aujourd'hui, assez prometteur, inspiré à la fois donc des coquilles, des capacités autocicatrisantes, de recréation des os par exemple. Voilà. Et là, beaucoup plus léger, on parlait d'os, donc là vous avez une création de Joris Larman qui est assez inspirée d'ossature. Les baleines, alors certaines baleines, les baleines à bosse, qui ont des nageoires assez bizarres. Je ne sais pas si vous voyez là. On s'est longtemps dit qu'à chaque fois qu'on voyait une baleine, il n'y en a plus beaucoup, donc c'était peut-être la même, et elle s'était fait manger les nageoires par un requin. Non, en fait, ces baleines ont des nageoires avec des crans. Et on s'est rendu compte, c'est un petit peu comme le requin de tout à l'heure, que ces crans, ça crée des tourbillons à la surface des nageoires, et ça propulse l'animal beaucoup plus vite dans l'eau. Et du coup, les gens qui font des éoliennes, ils se sont dit, peut-être qu'on est un peu bête de faire des éoliennes toutes lisses. Peut-être que si les éoliennes étaient à cran, on serait plus performant. Et effectivement, les éoliennes à cran sont plus performantes que les éoliennes lisses. Donc on va peut-être petit à petit remplacer le parc par des choses de ce type-là. Et toujours dans le domaine marin, aujourd'hui vous avez des fermes au fond des mers qui produisent de l'énergie avec des systèmes de ce type-là qui vont utiliser en fait les forces qu'on va retrouver au fond des mers et dont la forme est complètement inspirée de la nageoire, enfin d'une des nageoires du thon. On reste dans l'eau, et là vous avez le poisson-coffre, qui est en haut à droite, une espèce de bouteille de jus d'orange qui se balade dans les mers. Le poisson-coffre, donc un peu parallélépipédique, comme on peut le voir et comme son nom l'indique, il vit dans les récifs de corail. Les récifs de corail, c'est pas hyper évident, il y a beaucoup de courants, et puis quand on se frotte au corail, ça pique vachement, donc il vaut mieux éviter le contact. Donc ce poisson-coffre, on l'a regardé de près et on s'est rendu compte qu'il était hyper doué pour naviguer dans ces eaux complexes. Il arrive à être hyper stable, il se laisse pas démonter du tout, même quand il y a du courant, il fait de la marche arrière, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et du coup,
un constructeur automobile, un Mercedes, pour ne pas les citer, s'est dit, ben, tiens, on pourrait peut-être s'inspirer de ce poisson et de son ossature, très directement, c'est ce que vous voyez en bas à gauche, pour mettre en place une voiture, un concept car, qu'on espère extrêmement stable, du coup. C'est le cas, c'est extrêmement stable. Et là, comme vous le voyez, c'est pas non plus hyper aérodynamique. Donc ce qu'on a perdu en ossature légère, hein, très, très fine, répartie avec parcimonie par rapport au poisson, donc on gagnait, non seulement on était stable, mais en plus on gagnait en essence, puisqu'on en économisait. On le perd un peu en aérodynamisme, c'est-à-dire qu'il a un peu le nez plat, donc il y a encore des progrès à faire là aussi, mais on y arrivera peut-être un jour. Voilà. Donc on est un peu trop plat devant. Les termites que l'on essaye d'éradiquer dans certains endroits, elles inspirent aussi beaucoup, et entre autres les architectes, les termitières géantes que vous voyez, qu'on retrouve en Afrique, qui sont de véritables édifices, hein, des buildings à part entière, et qui sont complètement régulés thermiquement, sans faire appel à de la climatisation électrique. Ils n'ont pas encore installé la VMC. Donc les termites, elles se débrouillent toutes seules comme des grandes, elles jouent avec les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, hein, qui peuvent être assez conséquentes, et elles arrivent à faire rentrer l'air froid de la nuit à l'intérieur avec des systèmes de canaux pour faire circuler, l'air chaud est évacué pendant la journée, et on arrive à une température constante de 25 degrés dans la termitière, jour, nuit, été, hiver, tout va bien. Et bien du coup, vous avez un bâtiment au Zimbabwe, donc même type de climat, un centre commercial, l'Eastgate Center, l'architecte c'est Mick Pierce, qui a été construit avec ce principe-là, c'est-à-dire qu'ils ne font absolument pas appel à une climatisation, à de l'électricité, etc., mais avec des systèmes de coursives et de double paroi, on arrive à complètement réguler le bâtiment de manière naturelle. Les diatomées. On retourne au fond des mers, je ne sais pas si vous les connaissez, on dit aussi radiolaires, des petits organismes marins qui vivent au fond des mers et qui fabriquent un exosquelette avec des géométries assez étonnantes. À gauche, vous avez une planche d'Haeckel, qui est un scientifique qui a beaucoup représenté, il a fait des planches faune et flore assez incroyables, donc il a représenté la certaine diatomée avec des géométries étonnantes, donc ces exosquelettes en verre. Ça veut dire que ces organismes vivants, ils sont capables de fabriquer du verre, de la silice pure, vraiment des exosquelettes en verre, tout seuls comme des grands, sans avoir recours au four et aux températures de plus de 1000 degrés auxquelles nous, on doit faire appel. Là aussi, ça fascine assez les scientifiques. Alors à droite, vous avez, ça c'est juste pour le plaisir, un projet qui est fabriqué en stéréolithographie, c'est-à-dire à partir de poudre polyamide qui a été travaillée avec un rayon laser. Et le laser, on va dire, agglomère les morceaux, les petits grains de poudre pour créer une forme, ce qui vous permet de créer des géométries étonnantes. Donc, la proximité en termes formels est assez saisissante, évidemment, entre le projet de Freedom of Creation, qui sont des designers néerlandais, et puis à gauche, les planches d'Haeckel, on retrouve quand même certaines similitudes. Mais ces diatomées et cette étude des diatomées, de leur capacité à fabriquer du verre à basse température, c'est tout le domaine, entre autres, de la chimie douce, hein, de cette idée qu'on pourrait économiser beaucoup d'énergie en étant à des moins hautes températures quand on transforme la matière. Nous, c'est un des grands enjeux. Et ça marche, c'est-à-dire qu'apparemment, on va arriver à fabriquer du verre à des températures bien inférieures à 1000 degrés. Et alors, les études sur les diatomées en fait, se sont divisées en deux types de technologies, on va dire. Il y en a une qui s'appelle les sols gel, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui est cette capacité à justement fabriquer du verre à basse température et du coup le déposer en couches très très minces sur d'autres matières. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est capable de mettre du verre sur du plastique. Les matières plastiques ne résistent pas à des très très hautes températures, hein, 150, 200, 250, 300 pour certains silicones, mais après il n'y a plus rien. Donc le verre, 1000 ou plus de 1000 degrés, quand vous les faites se rencontrer, ça ne fonctionne pas trop. Aujourd'hui qu'on sait fabriquer ce verre à des plus basses températures, on va pouvoir mettre une couche de verre sur du plastique. Alors quel est l'intérêt, vous me direz, parce que souvent on se dit le verre c'est hyper fragile, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Et bien en fait le verre c'est vrai très fragile, mais ça peut être aussi extrêmement résistant, entre autres à la rayure.
Alors que les matières plastiques à la rayure, c'est pas trop ça non plus. Donc mettre du verre sur du plastique, ça peut permettre de rendre le plastique hyper anti-rayure. Il y a beaucoup d'appareils aujourd'hui, téléviseurs, vidéoprojecteurs, tous les machins un peu électroniques comme ça, que vous avez peut-être dans votre salon, sur lesquels il y a peut-être une couche de verre, ni vue ni connue, extrêmement fine, mais qui permet de les rendre plus résistants à la rayure. Ça, c'est tous les procédés sol-gel. Et puis il y a tous les procédés aérogel ou nanogel, où là, on a creusé cette idée de faire du verre à basse température, mais avec des formes plus massives. C'est ce que vous apercevez un peu à droite, là, ce truc un peu rose. Ce sont des cristaux, en fait, une espèce de morceau d'un aérogel, d'une mousse de verre. Une matière extrêmement légère, qu'on appelle aussi fumée solide, ce que vous voyez aussi à gauche, là. Un truc un peu immatériel, super léger. C'est 1 à 2% de verre, tout le reste, c'est de l'air. Donc à 98-99%, c'est de l'air. On vous le met dans la main, vous fermez les yeux, vous avez l'impression que vous n'avez rien du tout dans la main. C'est soi-disant la matière la plus légère que l'homme n'ait jamais mise au point. Et on s'est rendu compte, c'est la NASA qui a commencé à les utiliser, mais on s'est rendu compte que capacité d'isolation thermique incroyable mais vraie. Du coup, aujourd'hui, on propose des produits bâtiments. Vous pouvez acheter du polycarbonate alvéolaire rempli de ces petits cristaux d'aérogel que vous allez pouvoir mettre sur votre toit de véranda, par exemple, hyper isolant. Ou bien vous achetez un blouson qui pèse rien, et vous pouvez partir au pôle Nord à moins 50 degrés, comme si vous étiez aux Bahamas, tout va bien. Le problème avec l'aérogel, c'est comme vous le voyez, il n'est pas transparent. Donc dans le domaine du bâtiment, on n'attend qu'une seule chose, c'est pouvoir le mettre en double vitrage, parce qu'on serait, selon la manière dont on le met en œuvre, entre 4 à 10 fois plus performant qu'un double vitrage classique, donc assez intéressant, mais il n'est pas transparent. Donc là, si vous plus... Pour ne plus voir votre voisin, c'est une solution, mais des fois on a quand même envie de voir à travers les vitres. Donc on peut l'utiliser sur des parties hautes, sur des choses comme ça. Donc il s'active pour essayer de le rendre transparent. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. On a parlé de beaucoup d'exemples très précis, mais le biomimétisme et cette idée de venir puiser son inspiration dans la nature n'a pas que des applications dans le domaine matière et technologie. On va retrouver le biomimétisme un petit peu partout. L'idée derrière cette méthode, alors il y en a certains qui disent philosophie, il y en a d'autres qui vont parler presque de domaine un peu sectaire, mais cette idée de s'inspirer de la nature, elle peut aujourd'hui avoir des effets intéressants dans le domaine du management, par exemple, ou bien ici, qui est une forme de gestion plutôt collective, où on fonctionne en écosystème, parce qu'on n'est pas que sur une espèce, on peut être sur un ensemble d'espèces qui interagissent entre elles. Et la nature a prouvé, sans aucun doute, que les espèces savent faire des échanges assez choisis et pertinents, en fonctionnant en écosystème, comme par exemple dans la ville de Kalundborg, où toute une zone industrielle s'est positionnée un petit peu en écosystème, où une usine va produire tel type de déchets qui pourrait servir à une autre, qui elle-même produit un excès d'eau chaude, qui permet de chauffer une autre, etc. Et où les échanges de bons procédés, qui ne sont pas forcément de je te donne un truc, tu me donnes un truc, mais je te donne un truc et tu vas donner un truc à quelqu'un d'autre, etc. Puis ça me reviendra après, ça me reviendra peut-être d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, tous ces principes-là sont aujourd'hui de plus en plus appliqués dans certaines entreprises, dans certaines collectivités. L'idée, c'est d'asseoir en fait les biologistes à la table des politiques, à la table des architectes, à la table des designers, et de discuter et d'échanger sur les connaissances et les savoirs. Pour finir, ça y est, c'est fini, je vous rassure. J'abordais tout à l'heure cette question de quand est-ce qu'on va trop loin. Ici, vous avez un projet artistique qui la ressoulève, un projet de Oron Katz et Ionazur, qui ont travaillé à une veste en cuir, mais qui ne fait pas appel complètement à l'animal. Vous n'avez pas besoin de tuer l'animal pour obtenir votre veste en cuir, vous avez juste besoin de prélever un tout petit morceau de peau vivante que vous allez alimenter là, avec tous ces petits fils et toutes ces substances. Alors on la découpe en forme de veste, et votre veste va grossir, va pousser sous vos yeux, alimentée. Voilà, c'est un projet qui a été montré, exposé au MoMA à New York il y a quelques années pour une expo qui s'appelait Elastic Minds. Et Paola Antonelli, qui était la commissaire d'exposition, raconte qu'à un moment donné, la veste est devenue trop grosse pour la bonbonne que vous voyez là, forcément, et que ça lui a pris 5 jours à se résoudre à tuer la veste. Voilà. Et bon, un projet un peu provoquant, hein, comme beaucoup. Oron Katz et Ionazur sont néo-zélandais, je crois, ou australiens, si je ne me trompe pas. Mais c'est marrant parce que dans ce côté-là de la planète, il y a beaucoup de projets assez provocateurs sur la question, voilà, art, science et manipulation, à la fois génétique, génération, etc. Mais voilà, c'est quand est-ce qu'on va trop loin avec nos connaissances scientifiques.
je vous laisse juge sur la question. Mais c'est vrai que notre rapport à la nature la soulève, en tout cas, cette question. Voilà, merci. Merci Elodie et merci Stéphanie Dick qui m'avait vivement recommandé de faire venir Elodie Ternaux. Je pense que cet exposé était brillant, rappelle cette question essentielle de notre relation à la nature, qui est de plus en plus importante. Alors, si Stéphanie Dick, j'appelle Stéphanie Dick, Pierrette Gaudia et Olivier Massé pour un petit débat, et vous pourrez poser des questions donc aux différents intervenants. On va peut-être demander en premier lieu, oui, je vous propose qu'on demande à Pierrette Gaudia, qui est directrice artistique de cette jeune association nîmoise étant donné, de vous la présenter. Bonsoir. Déjà, je voulais remercier Anne-Marie Lianta et Alain Bourbon de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli cette conférence. Cette conférence, en fait, on l'organise dans le cadre d'un événement qui s'appelle Biomimétisme et biomorphisme. Cette manifestation, c'est l'association, étant donnée en collaboration avec les rencontres de l'éco-conception représentées par Stéphanie Dick, et donc je représente l'association étant donnée. Voilà, c'était une manifestation sur 4 dates, 2 conférences et 2 expositions. Cette conférence était donc la dernière, donc présentée par Elodie Ternaux. L'association étant donnée à 1 an d'existence, elle est dotée d'un atelier qui se trouve dans le quartier Jean Jaurès. Nous accueillons surtout des artistes en résidence. Laisse tomber. Je suis en train de dire la même chose. Donc l'association étant donnée, donc, comme l'a dit Anne-Marie Lianta au tout début, soutient les artistes contemporains et favorise une création contemporaine exigeante. Donc concrètement, nous accueillons des artistes en résidence et nous organisons des manifestations comme biomimétisme et biomorphisme pour valoriser les métiers de la création. Et sinon, plus généralement, il s'agit d'échanges, de rencontres, de partage et de mutualisation de moyens et d'idées. Voilà, je pense que c'est grosso modo ce qu'il y a à en dire. Et je vais passer la parole à Stéphanie Dick. Je vais être très rapide, bonsoir. J'organise un collectif qui s'appelle les Rencontres de l'éco-conception, qui s'adresse aux entreprises et aux designers pour réfléchir ensemble sur les possibilités de faire évoluer nos pratiques industrielles de production et de consommation vers un cycle circulaire et un petit peu plus vertueux au niveau de l'impact environnemental de nos activités. Avec l'association étant donné qui développe plus la partie artistique, on s'est dit que c'était bien de faire une manifestation qui soit à la fois sur le côté technique et sur le côté artistique. Et le thème du biomimétisme nous a paru un bon thème pour nous retrouver. Voilà, design et art plastique. Mais je voudrais surtout laisser la parole à la salle, parce que suite à cet exposé d'Elodie Ternaux, on a peut-être un débat à prolonger sur son intervention. On va demander à Olivier Massé de se présenter au préalable. Bonsoir, donc je m'appelle Olivier Massé, je suis designer. Alors j'interviens aussi à la fac à Vauban, et souvent je commence mes cours en disant que designer c'est un grand mot, on utilise beaucoup, et finalement les designers sont souvent très peu impliqués dans le design. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que derrière, il y a une démarche, et derrière cette démarche, il y a des gens, et normalement, ces gens sont censés avoir une certaine curiosité. Donc la curiosité, elle est technologique, mais elle est aussi en rapport avec notre environnement et nos pratiques humaines. Donc j'essaye de sensibiliser les nouvelles générations à ces pratiques plus sensibles. Excusez-moi. Donc, si je suis là ce soir, c'est aussi parce que mon cheminement progressivement m'a amené vers des réflexions un peu plus profondes. Donc j'ai rejoint Stéphanie dans un premier temps. J'ai rejoint aussi Pierrette par la suite, par on va dire un concours de circonstances. Mais les thématiques développées que j'ai trouvées très intéressantes. Donc j'ai participé de mon mieux de façon bénévole.
parce que c'est aussi important dans la vie, je pense, d'avoir des actions qui ne soient pas seulement rémunératrices. En tout cas, si elles sont rémunératrices, mais plus en enrichissement personnel. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole parce que ce n'est pas le but, mais voilà. Je passe. Moi, j'ai tout dit. Hein. Alors, la parole est à la salle. Bonjour. Après l'exposé de Madame Élodie Ternaux, il n'a pas été évoqué, peut-être à travers les arbres, mais il n'a pas été évoqué le bambou, les roseaux, comme un matériau de construction. Alors ça a peut-être été fait dans d'autres conférences qui ont eu lieu dans l'après-midi. J'ai lu par ailleurs aussi qu'il y avait des scientifiques qui avaient développé la possibilité de pousse de certains végétaux, des arbres en particulier, afin d'arriver à les utiliser directement comme matériau de construction dans le bâtiment, enfin le logement, etc. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des connaissances là-dessus? Ça m'a semblé intéressant d'arriver à faire des matériaux qui soient... Bon, on utilise déjà le peuplier, des arbres qui sont déjà très rectilignes, le pin de Douglas et d'autres arbres comme ça. Mais le bambou, par exemple, en Chine, en Asie, il est utilisé comme matériau de construction des échafaudages et semble-t-il avec des performances égales ou supérieures à l'acier. Oui, le bambou, c'est vrai, est un matériau assez performant. On ne le voit pas trop sous nos contrées, enfin, même si on commence à avoir beaucoup de matières proposées. Vous avez des parquets en bambou, mais je sais pas, mais enfin, ouais, dans la fibre bambou bien sûr, mais on n'est pas hyper local, a priori. Enfin, il y a une bambouserie à Uzès, mais à Orduz, pardon. Mais voilà, a priori, c'est quand même pas pour nous un matériau extrêmement local. Donc je pense qu'on a suffisamment de bois de pays, comme on dit en France, pour peut-être essayer de se concentrer là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une matière assez étonnante. Bambou a un grand intérêt, c'est que dans le domaine des matières renouvelables, elle se renouvelle quand même beaucoup plus vite qu'un arbre à résineux, un feuillu, qui, on l'oublie souvent, met entre 60 et 100 ans avant d'être... en âge d'être exploité. Donc quand on parle du bois ressources renouvelables, il faut se méfier évidemment. C'est que tout ça, ça prend du temps. Ça marche dans nos contrées où on est sur des forêts qui sont gérées, et il faut espérer gérer durablement. Mais voilà, il faut toujours se méfier. Le bois, c'est pas... Il faut faire très attention parce qu'on pourrait ne plus en avoir non plus. Et il y a certains endroits de la planète où la déforestation bat son plein. Mais le bambou, oui, bien sûr. Alors j'en ai pas moi parlé parce que il n'y avait pas là, enfin moi j'ai pas d'exemple biomimétique, on va dire, où on s'inspirerait du bambou pour, mais c'est vrai que c'est une matière qui a de vrais intérêts, comme la canne à sucre aussi, qu'on voit arriver comme source de cellulose dans le domaine du papier par exemple, puisque la canne à sucre vous la voyez presque pousser sous vos yeux, et là encore on est beaucoup plus renouvelable, le cycle de renouvellement est plus important que le bois. Quant à votre question sur conformer peut-être déjà, ouais. Alors moi ça me fait penser, dans le domaine des arbres c'est fort possible qu'ils le fassent, j'ai pas là moi de connaissances particulières, mais par contre ça me fait penser au conformage de beaucoup de coloquins, de potirons, pastèques, etc. Il y a eu pas mal de projets de designers qui se sont ingéniés à construire des boîtes dans lesquelles vous faites pousser votre courge et qui va prendre évidemment la forme de la boîte. Et en Asie, vous avez beaucoup de... voilà, ils s'amusent beaucoup avec ce genre de choses et ils font des pastèques en forme de pyramide, en forme de boîte rectangulaire, parce que à transporter, c'est quand même vachement plus efficace. Hein. Si la pastèque était rectangulaire, on perdrait beaucoup moins d'espace. Quand vous transportez un camion de pastèques rond, c'est tout bête, hein, mais il y a quand même beaucoup d'espace vide. Donc si les pastèques étaient carrés, ce serait quand même beaucoup mieux. Et on économiserait de l'essence, finalement. Donc ça peut être... finalement, on revient à un enjeu écologique et d'énergie, plus le fait qu'on peut s'amuser, du coup, à avoir des formes un petit peu particulières, assez étonnantes. Voilà. Et dans les bioplastiques dont on parle beaucoup, il n'y en a pas de connus qui utiliseraient le bambou puisqu'il y en a de plus en plus utilisant des végétaux? Bah écoute, là tu me poses un peu une colle. Comme ça, j'en ai pas là tout de suite. Mais oui, enfin, à part dans les fibres qui reviennent à une forme de bioplastique finalement.
j'ai pas d'exemple direct là. Le bambou, moi je le vois aujourd'hui beaucoup plus dans le domaine des matériaux bruts, en morceaux. Alors il a aussi de vraies limites, c'est le diamètre du bambou. Donc hélas, on ne peut pas faire des grandes plaques, donc on est obligé d'assembler des choses. Une autre question, Patrick, là, monsieur. Oui, bonjour. Dans cette conférence qui était riche, et je me suis posé deux questions qui est quand même plus proche souvent d'une recherche fondamentale. Et je voudrais savoir, dans les pays dans le monde, comment ça se répartit, une fois, parce que très souvent, dans tout ce qui est écologie, c'est une goutte d'eau, mais c'est l'histoire du colibri, il faut faire quelque chose. Et alors, comment ça se répartit dans le monde? Est-ce qu'il y a des recherches intéressantes comme ça? Et j'aimerais savoir aussi une autre question, c'est-à-dire pour moi, le design, c'est l'accès au plus grand nombre, c'est-à-dire économiquement. Et je voudrais savoir s'il y a des projets qui, à l'heure actuelle, en regardant la nature, comme vous l'avez fait, il y a des projets qui vivent et qui sont distribués dans une marge de prix pour le plus grand nombre. Vous avez une source d'information si ces questions biomimétiques vous intéressent. Janine Benyus, qui est un peu la papesse du biomimétisme et qui a écrit un ouvrage en 1997 qui aujourd'hui fait date et qui est à la tête d'un organisme qui s'appelle Biomimicry 3.8, a mis en place, avec son équipe bien sûr, un site internet qui s'appelle asknature.org. Donc littéralement, demande à la nature. Alors tout est en anglais, donc il faut que vous parliez anglais. Mais l'idée, c'est d'une base de données ouverte, réellement, en partage de contenu, ouverte entre autres aux scientifiques pour donner du contenu sur leurs recherches. L'idée étant d'identifier tout un tas de stratégies. Ça fonctionne par stratégie d'ailleurs sur Ask Nature. Vous voulez coller, vous voulez isoler, vous voulez ranger, vous voulez structurer. Et puis à chaque thème, on va avoir tout un listing de stratégies observées dans la nature, souvent par des scientifiques, donc avec un petit résumé, avec les coordonnées du laboratoire, etc. Et puis quand il y a eu des applications qui ont été inspirées par ces questions-là, vous les trouvez éventuellement. Donc vous retrouvez quasiment tout ce que je vous ai montré d'ailleurs aussi ce soir, et beaucoup, beaucoup plus. L'idée étant de faire grossir cette base de données et d'échanger dans le monde entier à ce niveau-là. Et là, vraiment, oui, tous les continents sont représentés, que ce soit les États-Unis, l'Europe, les pays asiatiques, l'Amérique du Sud. Tout le monde, aujourd'hui, mène des recherches dans tous les domaines et sort de l'information sur la nature. Et quant à votre deuxième question, qui était design pour tous, oui, il y a des exemples. Il y a une bouteille d'eau, par exemple, d'une marque qui s'appelle Vitalis, je ne sais plus s'ils sont espagnols ou qui a été dessinée en s'inspirant, enfin la structure de la bouteille est vraiment inspirée biomimétique, et donc la bouteille d'eau c'est vraiment pas cher. Là c'est un exemple d'objet dessiné, pensé, designé et en plus biomimétique, voilà. Après, il y a les bâtiments, on est dans l'architecture, mais oui, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de produits qui se mettent en place. Et encore une fois, c'est juste vraiment la limite que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il est hyper important de se dire que c'est pas parce que c'est inspiré par la nature que c'est un projet éco-conçu, durable, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi un amalgame qui est souvent vite fait, et moi je vois quand même pas mal d'entreprises qui ont saisi le filon biomimétique, c'est inspiré par la nature, donc tout le monde fait « Ah ouais, super, ça doit être vachement bien, c'est inspiré par la nature, c'est éco ». Bah non. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de passage systématique, il faut faire quand même aussi très attention à ça. Parce que vous avez certaines choses qui sont inspirées par la nature, même dans celles que j'ai montrées presque, certaines qu'on pourrait retenir, et qui au final vont peut-être demander beaucoup plus d'énergie à être produites, vont avoir des effets qui ne sont pas complètement estimés. Donc on est à la fois sur des balbutiements, on regarde comment ça se passe, on essaye de le traduire. Est-ce que c'est toujours bien? Il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Oui, bonjour, je voudrais poser une question que je qualifierais de politique, ce qui n'est pas très habituel dans les conférences du CAUE.
mais votre conférence, je pense que les autres personnes partagent mon point de vue, nous a fait rêver. On s'est baladé dans une espèce de domaine du futur, de science-fiction quasiment. Et je dirais par rapport à la science-fiction des années 80, même avec un certain optimisme, parce que là, il y a eu une époque où la science-fiction était assez noire. Là, c'était une espèce de rêve, de choses qu'on pouvait faire simplement en suivant les exemples de la nature. Mais est-ce que ces innovations ont des chances d'aboutir en grand nombre, d'apporter quelque chose d'important face à des lobbies importants où sont aussi l'acier, le béton, le pétrole, etc. Pour moi, on n'est pas dans la science-fiction, dans ce que je vous ai montré, mis à part quelques exemples. Les choses existent, alors quelquefois en petite quantité, certes, où on est sur des prototypes, mais il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, qui sont là et qui sont en marche. Et il y a beaucoup de choses qui sont quelquefois menées par les fameux lobbies dont vous parlez. Donc, après, moi, j'ai pas la science infuse, donc, mais je crois qu'on n'est pas tant que ça dans la science-fiction. On peut espérer qu'il y ait quand même une prise de conscience qui se met en place et que beaucoup de grands groupes très influents, bêtement, Janine Benyus dont je vous parlais et Biomimicry 3.8 ont toute une activité de consulting réellement auprès d'entreprises, et c'est pas les petites boîtes qui viennent les voir, hein. C'est du Coca-Cola, c'est du Boeing, c'est du Nike qui viennent les voir pour discuter et pour voir s'il n'y a pas d'autres manières d'appréhender non seulement les produits, mais c'est ce que je vous évoquais un petit peu, c'est ce que j'évoquais un petit peu à la fin, mais aussi une manière d'envisager la production, le management. Et du coup, quand des grands groupes comme ça se posent ces questions, on peut... Je suis pas forcément d'une nature optimiste, hein, donc on va faire semblant ensemble ce soir, mais on peut peut-être se dire qu'il y a un coup d'espoir sur, voilà, c'est incrémental, toujours petit à petit, il y a peut-être des choses qui se mettent en place, et que cette question de la nature touche et amène de la curiosité. C'est ce que je vous disais, c'est que je trouve que on l'aborde autrement, et ça marche pas trop mal. J'étais il y a pas très longtemps sur un colloque en Suisse, biomimétisme et finance. En Suisse, à part le chocolat, on ne peut pas parler d'autre chose que de la finance. Les Suisses sont impeccables, hein, ils ont tout compris, tout marche super bien, ils sont hyper écolos. On n'a plus grand-chose à leur apprendre. Ce qui était assez marrant, c'était de rencontrer effectivement les banquiers qui jouent dans la cour des grands, évidemment, avec les fameux politiciens dont vous parliez, avec des grandes entreprises. Et on a rencontré des gens qui sont spécialisés en conseil et investissement auprès de ces entreprises et de ces politiciens. Et c'est assez cynique, hein, mais le coût de l'écologie, on leur a déjà fait aux investisseurs. Donc en gros, ce que nous disaient les banquiers, c'est que quand vous allez voir avec un projet, le fait que le projet soit étiqueté écolo, aujourd'hui, c'est presque une évidence, quoi. C'est ok, c'est bon, oui, bien sûr. Donc il faut trouver un truc supplémentaire maintenant pour vendre les projets, parce que le fait qu'il soit écolo, c'est entériné. Et le biomimétisme est un ressort, un levier qui peut quelquefois être fictif, hein, du coup, mais ben voilà, aujourd'hui, ça fait mouche auprès du politicien ou de la boîte quand il faut qu'ils mettent des sous. Le fait que ça soit écolo, c'est évident. Le fait que ça soit inspiré par la nature, avec le petit coup de l'anecdote, je vous parle des fourmis, je vous parle de la plante et du truc, et ben voilà, c'est ça qu'emporte le morceau financièrement. Et des choses se passent quand même. Voilà, une fois qu'on a passé ce truc cynique, ça veut dire que se mettent en place, oui, des projets qui sont biomimétiques et où on arrive à faire venir les scientifiques et les politiciens, les financiers, les architectes, les designers autour de projets qui remportent les suffrages parce que se rapprocher de la nature, ça a l'air de bien marcher. Je viens de finir une exposition qui s'appelle Animal Design, et vous voyez dans le regard des gens, on commence à parler des animaux, et ben ça marche. Donc il y a un truc, on s'est éloigné de la nature pendant très longtemps, on est devenus des urbains, mais quand même quand on commence à, voilà, les animaux, les machins, les trucs, ça marche bien. Oui, puis je reviens sur un des premiers slides de la présentation qui reprenait les observations de Janine Benyus justement, et qui disait qu'un écosystème
a des caractéristiques, ne consomme que l'énergie ou les ressources qui sont disponibles, etc. Et vraiment, les caractéristiques des écosystèmes, c'est d'être économe et d'être durable, puisque donc la nature a priori 3,8 milliards d'années, paraît-il. Moi, j'y étais pas, je n'ai pas vérifié, je ne fais que le répéter. Donc bien plus que ce qu'on peut prédire à l'humanité. Et le fait d'être économe et d'être durable, c'est quand même ce que cherchent toutes les entreprises aussi. Donc les grands groupes sont très concernés par ces questions-là. Si on peut tirer des leçons qui vont nous servir en les exploitant pour nos propres objectifs, on va le faire, on va essayer. Et les grands groupes ont souvent beaucoup plus de moyens pour mener des grandes recherches justement là-dessus que les petites entreprises. J'avais une petite question par rapport au biomimétisme et l'industrie. Qu'est-ce qui va faire l'arbitrage entre un phénomène qui est entre guillemets naturel et qui appartiendrait à tout le monde et quelque chose qui va être d'un coup breveté et qui va appartenir à quelqu'un? C'est une bonne question. Oui, bah là il y a un vrai, il y a une course effrénée. Il y a des vraies questions, oui, de dépôt de brevets. Je ne sais pas si on va commencer à se retrouver avec des brevets sur la capacité des termites à faire des termitières, etc. Mais ça serait pas étonnant. Hein. On a la question sur les gènes, etc. Donc oui. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais a priori, c'est le patrimoine commun. Mais a priori, mais là-dessus, moi, j'ai pas de réponse. À partir du moment où s'en est inspiré, mais que ça devient une production humaine, ou humainement productible, c'est brevetable, à mon avis. La production, oui, mais a priori, le système, non. Mais enfin, là-dessus, la communauté scientifique, il y a aussi des grandes questions. C'est à partir du moment où vous découvrez... quand ils découvrent que la capacité d'adhésion des geckos c'est simplement grâce à des petits poils et qu'on met en évidence les forces de Van der Waals, etc. Est-ce que le scientifique qui a découvert ça pourrait mettre un veto et empêcher les gens d'utiliser ce système-là? Peut-être que demain on arrivera à ça. Hein. Enfin, on est sur la bonne pente. Puisqu'il y a déjà des vraies batailles à ce niveau-là, hein, sur breveter le vivant. Est-ce qu'on va inverser la pente? Je ne sais pas. Là, est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Je pense. Nous, on en serait capable. Hein. On a fait pire. En pharmacie, ça se fait. D'autres questions ou commentaires? David Jean-Catharina. Et juste pour revenir sur votre dernière phrase tout à l'heure, quand est-ce qu'on va trop loin? Mais je sais pas, moi. On va trop loin. Janine Bienius, toujours la même, la papesse, elle vous dit qu'on va trop loin quand on commence à dépasser nos besoins, tout bêtement. Moi, je le fais tous les jours. Hein. Je ne sais pas vous, mais tous les jours. Mais voilà, c'est là où on a vraiment pas bien fait, nous les hommes, c'est que ça fait quand même un moment qu'on est bien au-delà de ce dont on aurait besoin. Ça, c'est une première chose, et on commence à aller trop loin quand on se prend depuis une grosse centaine d'années, on va dire, pour Dieu, pour ceux qui y croient ou pas, mais c'est vrai que les avancées dans le domaine de la chimie, notre capacité à aller de plus en plus vers le petit et la manipulation du petit, aujourd'hui, l'échelle nano n'est même pas la plus petite que l'on manipule. Je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez maintenant offrir une étoile, enfin nommer une étoile au nom de votre douce amie ou 12 amis, c'est hyper ringard. Hein. Il faut vous faire écrire votre nom en atomes. On sait manipuler les choses atome par atome et on sait écrire votre nom, si vous voulez, en atome. Donc on sait vraiment créer des choses, on n'est pas loin de se prendre pour Dieu. Et je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Et c'était quoi la question? Ah oui, la limite. Et du coup, voilà, on va trop loin, peut-être, mais c'est à vous de juger, quand on commence à changer les espèces à notre profit. Vous voyez aujourd'hui des manipulations génétiques sur des espèces qui sont capables de trier les minerais à notre place. Ils disent rien,
évidemment, ces animaux ou ces plantes, ils crient pas beaucoup, mais ce sont quand même des espèces vivantes. Donc quand on commence à les modifier génétiquement pour qu'ils fonctionnent plus pour nous, moi j'ai un peu le sentiment qu'on va trop loin, hein, mais peut-être pas. Enfin, peut-être que le destin de tout ça, là tout dépend vraiment de vos croyances, hein. Peut-être que le destin de tout ça, c'est ça, quoi. C'est ce qui est en train de se passer et qu'il n'y a pas à inverser la vapeur. Vous retrouvez des gens qui vont vous dire mais vive les 4x4 et allons-y, quoi. Tant qu'à cramer le truc, autant le cramer tout de suite et bien, autant en profiter nous. Là, on a tous voilà, nos positions à ce niveau-là, mais voilà. Les gens qui traînent autour de la question biomimétique vont vous dire que ça va trop loin quand on commence à trop tirer profit. Et encore une fois, l'espèce humaine est la seule à avoir fait ça, quoi, à avoir mis en danger sa succession. Toutes les autres espèces, elles ont fait en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Nous, on n'a apparemment pas complètement pensé à ça. On s'est cru exempt d'y penser. Bien, je vous propose que, compte tenu de l'heure, nous arrêtions ici ce débat. Alors, par contre, David Giancatarina nous a apporté quelques exemplaires d'un ouvrage paru en 2011, Grand Prix départemental de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage des Bouches-du-Rhône, qui présente donc 19 réalisations qui ont été primées, bâtiments privés ou publics. Et David, vous voulez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît? Non? Vous en avez quelques exemplaires? Ils sont en vente ou... Pour les avoir, il suffit de demander au CAUE 13. En fait. Ils sont pas... Il n'y a pas de prix public, c'est un peu le problème du CAUE 13. Il faut leur demander d'en avoir un simplement, ou de passer au CAUE 13, ou peut-être par correspondance. Et là, vous en avez combien? J'en ai 5 ou 6. 5 ou 6, donc en fait, pour les plus méritants. Il est paru en réalité il y a 1 an, pas plus, parce que moi j'avais insisté sur cette commande-là. C'est une commande qui se fait tous les 2 ans. Chaque fois, ils changent de photographe. Donc il y a un jury qui sélectionne entre 15 et 30 bâtiments. Ils prennent un photographe. Ensuite, le jury voit les images, il y a une expo, et il y a un grand prix qui est donné à un des bâtiments et quelques prix autour. Et cette année-là, moi j'ai insisté pour que le livre sorte après, pour que dedans il puisse y avoir les débats. Parce que par principe, le CAUE, c'est aussi communiquer la problématique et le goût de l'urbanisme, de l'architecture, et avoir un livre qui sortait avant le prix, où on ne parlait pas de pourquoi on donne un prix à quelque chose, je trouvais qu'il manquait la moitié du travail, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un décalage entre le prix 2011 et la sortie. Oui, et vous êtes l'auteur de toutes les photos. Oui. Voilà, c'est important à préciser. Donc l'auteur est dans la salle, donc les 5-6 personnes qui souhaitent un ouvrage, vous vous rapprochez de David, qui vous fera une superbe dédicace. Merci David. Et enfin, donc je vous recommande de prendre le programme du mois de l'architecture qui se trouve à l'entrée, donc qui dure jusqu'à mi-juin. Et vous avez entre autres des visites, on parlait des vitraux réalisés par Robert Prohain à Hispagnac. Robert Prohain organise 2 visites, alors ce sont les 8 juin et 15 juin, ce sont des samedis. Donc 8 juin, c'est le Claouzé, le nouveau quartier du Claouzé à Méruès, et le 15 juin, c'est à Hispagnac pour voir ces fameux vitraux, et au Collet de Dèze, où on va voir des logements sociaux et surtout une résidence pour personnes âgées. Je peux vous dire, à mon avis, c'est la seule résidence pour personnes âgées où on puisse avoir envie d'aller un jour. Elle est vraiment étonnante, c'est extraordinaire. Je vous conseille vraiment de la visiter. Je vois qu'il y a également une visite sur les Carliers, un siècle d'architecture. Je ne sais pas si c'est Alain Jansac, c'est ça? Non? Bon, non. Je suis impliqué, oui. Ah bon, le contraire m'aurait étonné. Voilà. Et puis, vous avez également une conférence d'Anne-Marie Yanta le 25 mai à 10h30 à Vers-Pont-du-Gard sur Armand-Pellier. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Merci de votre fidélité. Vraiment, c'était très émouvant pour nous cette soirée.
parce que grâce à votre présence régulièrement à ces conférences, cela nous donne envie d'avancer, vous voyez, dans des directions parfois a priori surprenantes comme le biomorphisme, mais qui sont bien entendu, biomimétisme, voilà. Oui, oui, oui. Plutôt biomimétisme. Biomimétisme qui, voilà, a priori, ça pouvait vous sembler un peu déconcertant comme sujet, mais bien évidemment relié au thème de l'architecture. Et alors, pour ceux qui souhaitent des ouvrages, vous demandez un petit marque-page à l'accueil et il faudra venir chercher les ouvrages au CAUE, donc 11 place du 8 mai. Pour ceux qui viennent d'autres départements, vous venez me voir et on va s'arranger tout de suite. Voilà, merci à tous. Et puis, donc, la prochaine conférence, ce sera en décembre 2013. Voilà, rendez-vous en fin d'année. Merci bien.